Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de portefeuille. Je rappelle à ceux qui voudraient que j'analyse leur portefeuille que vous pouvez trouver mon mail sur la page de ma chaîne. Je ne donne évidemment aucun conseil dans cette vidéo, juste mon avis. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! I'm talking about this. Le portefeuille que je vais analyser aujourd'hui est le PEA de Valentin. Il a 24 ans et travaille depuis 7 mois, mais il investit depuis 2020. Valentin touche 2300 € net par mois et peut investir entre 1000 et 1500 € par mois. Il a comme objectif à long terme de préparer sa retraite, et à moyen terme de remplir son PEA. En termes de performance en bourse, il vise plus de 10% par an. Sa stratégie a évolué depuis ses débuts, où il n'avait pas vraiment de stratégie, il a eu sa période dividende et aujourd'hui il est plutôt value et joue des rebonds. Mon avis sur tout ça déjà, c'est qu'il a commencé à investir tôt, alors qu'il était étudiant et n'avait que 20 ans. Rien que pour ça, félicitations. Ensuite, il a une belle capacité d'épargne, avec environ la moitié de son salaire très bon pour son âge, le mettant déjà au-dessus de la médiane nationale. Pour remplir son PEA, il faudra quand même être patient, car à raison de 1200 € par mois, on va dire, ça prendra tout de même une dizaine d'années. Mais il n'aura que 34 ans au final, à voir l'évolution de salaire et de sa situation familiale. Il pourrait aussi remplir son PEA PME ensuite, pour ajouter 75 000 €, même si c'est limité au small cap. Je pense d'ailleurs qu'il devrait l'ouvrir aujourd'hui pour prendre date, même s'il n'investit pas dessus. Attention tout de même s'il y a des frais. Il nous dit qu'il investit pour sa retraite. Voyons combien il pourrait avoir à la retraite. Avec 10 000 € de base, 1200 € par mois et 10% par an, il aurait 6,8 millions à la retraite. Et même s'il arrête d'investir dans 10 ans, quand son PEA sera plein, il aurait 255 000 € à ce moment-là, et il aurait 4 450 000 € à la retraite. En gros, c'est un tiers de moins. Par contre, en termes de versement, c'est presque 75% de moins, avec 154 000 € versés contre 586 000 €. Et c'est là qu'on voit la puissance des intérêts composés. C'est surtout quand on est jeune qu'on doit faire des efforts pour investir au maximum. Ensuite, une fois un bon capital atteint, rajouter est moins utile. On peut même se dire qu'il vaut mieux se faire plaisir avec le salaire, tant qu'on laisse le capital travailler. Car il y a tout de même peu d'intérêt à investir jusqu'à 64 ans, ou plus, si c'est pour au final profiter seulement après. À part si l'objectif est de laisser le maximum à vos enfants. On voit ici que s'il fait un gros effort pendant 10 ans, il devrait être multimillionnaire à la retraite, tout en ayant potentiellement 1200 € de revenus en plus chaque mois, à partir de 34 ans. Comme s'il se sortait une rente. Ça lui permettrait de hausser son niveau de vie, tout en laissant son capital travailler, et être quand même millionnaire à la retraite. Mais bon, il fera bien ce qu'il veut. Ensuite, pour l'objectif de performance, il vise 10% par an, ou plus. Je pense que c'est atteignable s'il fait le travail d'analyse et de recherche sur les entreprises. Sa perf jusqu'à maintenant est de 0, mais ce n'est pas important si toutes les erreurs qu'il a fait lui ont permis d'apprendre. Surtout que pour le moment, il n'a pas un gros capital investi par rapport à sa capacité d'épargne. Encore une raison d'investir jeune. Vous ferez des erreurs sur des montants faibles, ce qui vous permettra d'apprendre à pas cher. Et quand vous aurez une meilleure capacité d'épargne et plus de capital, vous serez déjà bien formé. Passons au portefeuille. Je ne ferai pas cas des pondérations, le portefeuille étant assez petit et ne représentant pas grand chose par rapport à sa capacité d'épargne. Il aura le temps de rééquilibrer. Première ligne, Air Liquide. Acheté car grosse entreprise. Croissance potentielle correcte. Par contre, il l'a aussi acheté pendant le Covid pour sa partie médicale. Et là, c'est une erreur. Si on veut jouer une thématique de ce genre, il faut se demander si le marché n'est pas au courant. Et donc, si ce n'est pas déjà dans le cours de bourse. Et surtout, quel impact sur les résultats de l'entreprise. Je n'ai pas fouillé, mais ça m'étonnerait que le Covid ait changé quelque chose pour Air Liquide. En tout cas, de manière vraiment significative. Sinon, Air Liquide, c'est 7% de croissance et 2% de dividendes en moyenne. Peu de chances de battre le marché avec elle. Mais ça permet d'avoir un portefeuille solide si on achète au bon prix. Ensuite, ALD. Acheté pour le dividende et renforcé à la baisse. Vu le PRU, il n'a pas dû trop renforcer à la baisse, vu qu'il est presque au top que l'action a été. On n'achète pas une valeur pour son dividende, et encore moins si on ne comprend pas ce qu'elle fait. Il y a eu toute une hype autour de cette entreprise, ça m'a poussé à regarder de plus près. Quand j'ai vu qu'elle était dans la location et la dette qu'elle avait, j'ai lâché l'affaire. Il faut limite la regarder comme une compagnie financière, car elle s'endette pour acheter des véhicules qu'elle loue. Il faut donc qu'elle calcule bien son rendement, le temps qu'elle pourra louer un véhicule, sa valeur à la vente, une fois qu'il sera trop vieux pour la location, tout ça. Elle a profité de la pénurie de véhicules neufs pour revendre plus cher ses véhicules d'occasion, ce qui a fait exploser ses résultats. Mais il était évident que ce n'était que temporaire. Ce n'est pas le genre d'entreprise qui devrait vous intéresser, bien trop complexe à analyser. Et ici, je dirais qu'il faut accepter qu'on s'est trompé et vendre si on n'a pas de conviction.
Ensuite, Amundi. Acheté pour le monopole en Europe et l'acquisition de Luxor. Pour le coup, l'acquisition de Luxor a été une bonne chose. Mais attention au monopole en Europe. BlackRock a les moyens de venir sur le marché européen et de prendre des parts de marché. Si Amundi se paye bien moins cher, ce n'est pas pour rien, je pense. Sinon, ça va être difficile de faire plus de 10% par an avec ce genre de valeur. On peut plutôt espérer faire la perf du marché entre la croissance et le dividende. De plus, il faudra surveiller les marges, car avec l'arrivée de BlackRock en Europe, ils devront sûrement baisser leurs frais sur leurs produits. Ensuite, CBO Territoria, entreprise dans l'immobilier sur l'île de la Réunion. Il ne l'a pas analysé avant d'acheter, il n'a regardé que le dividende. Je dirais que soit il s'y connaît en immobilier sur l'île de la Réunion, soit il doit vendre. Bon, ça représente 30 €. Il ne doit pas être chez Boursorama car on ne peut pas passer des ordres aussi petits à l'achat. Ensuite, Crédit Agricole, acheté sûrement pour le dividende, et le fait qu'il l'a trouvé sous-évalué par rapport à son book value. Par contre, je ne comprends pas qu'il en ait aussi sur son CTO. Toutes les bancaires européennes sont bradées par rapport à leur book value. Je ne pense pas qu'on puisse réellement jouer un rebond par rapport à ce point. Après, vu son PRU, c'était pas déconnant. Pour ma part, c'est un secteur que j'évite, n'étant pas capable d'analyser leur bilan. C'est un secteur particulier. Pour le coup, ici aussi, je vois mal comment faire plus de 10% par an. Valeur de rendement avec une croissance faible. On peut l'acheter pour ça, ou quand elle est bradée pour jouer le rebond. Ici, avec 50% de perf, le potentiel est sûrement limité maintenant. Ensuite, Equasens. Acheté pour la croissance, trop cher. Je l'avais acheté à 80 € à mes débuts, je peux difficilement dire quelque chose. Comme toujours, il faut bien peser le risque-rendement. La croissance n'était pas si énorme que ça, rien qui justifiait des multiples en tout cas. Elle se paye encore 20 fois les bénéfices après son rebond. Il faudra étudier le secteur pour voir son potentiel, sachant qu'elle est bien placée en France et se développe en Europe. Il faudra donc l'analyser. Ensuite, Groupe Crit. Acheté car croissance correcte et qu'il la préfère à Synergie pour sa partie aéroportuaire. Une valeur que j'apprécie particulièrement, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps. Peut-être acheter un peu cher et encore avoir d'ici 5 ans. Je ne serai pas bien objectif, mais le cours actuel pourrait être intéressant. Si tu les mets à 78 €, en dessous de 70 €, elle devrait te plaire. Surtout que tu as réussi à choper le top. C'est un secteur décoté et pourtant intéressant, vu la rentabilité et le peu de capital nécessaire au business. Ensuite, FDJ, acheté un peu après l'IPO, pour le monopole et la croissance. Je ne suis pas fan de l'entreprise, à cause du fait que l'État faisant les règles, il peut ruiner l'entreprise à tout moment. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Sinon, entre la croissance et les dividendes, on peut viser 7 à 10% par an. Ça reste en dessous de son objectif. Ensuite, LVMH, acheté car solide et bien géré. Il regrette de ne pas avoir chargé plus. À son PRU, on est à 20 fois les bénéfices. Ce n'est pas rien. Il vise 8-10% de croissance par an. Donc 20 fois les bénéfices, c'est correct. Plus ça devient cher, je trouve. Même si le luxe a de belles marges, il y a des risques qu'on oublie. Ce n'est qu'une question d'image et ça peut aller vite. On peut le voir avec Gucci qui a voulu plaire à une certaine population et qui aujourd'hui essaie de se refaire une image à l'ancienne. Mais rien ne dit qu'ils y arriveront. L'image est la force et la faiblesse du luxe. Il y a aussi le risque de la Chine. Sinon, autour de 20 fois les bénéfices, je pense qu'on peut avoir les 10% par an sur le long terme. Ensuite, Ruby, acheté pour le dividende. Il est presque sorti quand il est repassé en positif car il la trouve mal gérée. C'est une bonne chose, mais je pense qu'il ne faut pas attendre de revenir dans le vert avant de sortir une valeur qui ne nous plaît plus. C'est le meilleur moyen de rester collé à une valeur qu'on ne veut plus. C'est malheureusement un biais qu'on est nombreux à avoir, moi le premier. Le PRU n'a aucune importance, tout ce qui compte c'est la valeur de l'entreprise et si elle est bien gérée. Par contre, comme je dis souvent, tout a un prix, et parfois même une entreprise moyenne, si elle est vraiment bradée, peut être intéressante. Donc il ne faut pas forcément vendre à tout prix non plus. Aujourd'hui, il garde 2 actions pour suivre, je peux comprendre. La prise de participation hostile pourrait améliorer le dossier. Ensuite, Sanofi, acheté pendant le Covid pour le rendement et car il l'a trouvé sous-valorisé. C'est un secteur compliqué à analyser, donc il faut certaines compétences. Sinon, on ne saura pas pourquoi elle monte ou baisse en bourse. Mais le marché sur les grosses capis est généralement efficient. Donc il y a peu de chances que vous ayez raison si vous allez contre lui. Pas le genre de valeur que je regarde, car trop dépendante aux brevets, aux acquisitions, et à un avenir pas très certain, dépendant d'innovation. D'ailleurs, elle se paye à peine plus cher qu'en 2002 ou 2008. Ensuite, Schneider. Acheté pendant le Covid à pas cher. C'est une belle boîte, mais elle a pas mal d'activités, et elle est difficile à analyser. Elle profite actuellement des gros investissements dans les data centers. Les marges s'améliorent. Mais faut-il encore être capable d'expliquer pourquoi, et surtout analyser les perspectives. Il y a peu de risques avec ce genre d'entreprise, mais personnellement je n'investis plus si je ne comprends pas vraiment le business. Ensuite, Score SE,
acheter pour le dividende et pour s'exposer au secteur de l'assurance dans lequel il travaille. Secteur difficile, mais il le connaît mieux que moi. Score fait de la réassurance, donc ils assurent les assureurs. Il y a donc des risques. Il faudrait savoir analyser le type de risque qu'ils couvrent. Je pense que la croissance est limitée. Là aussi, il faudrait savoir ce qu'il y a au bilan, car généralement, ce genre d'entreprise profite de l'argent des cotisations pour investir. Mais travaillant dans ce domaine, il a clairement un avantage pour analyser ce genre de dossier. Ensuite, Téléperformance. Acheter pour le dividende, trop cher. Il n'a pas renforcé, c'est déjà bien. Problème de valeur à la mode. Aujourd'hui, elle est bradée à moins de 9 fois les bénéfices, alors qu'elle s'est payée jusqu'à 40 fois. Mais il y a des risques et une croissance plus faible. Je pense qu'il y a une opportunité, mais il faudrait connaître le dossier en profondeur. Et s'il n'a pas renforcé, ça montre qu'il ne doit pas avoir de conviction sur le dossier. Ensuite, Ubisoft. Acheter pour jouer le rebond suite à la sortie de plusieurs gros jeux. Il attend toujours le rebond. Comme je l'ai dit plus haut, les marchés sont plutôt efficients. Et il y a peu de chances que vous sachiez quelque chose que le marché ne connaît pas. Ici, il a joué sur quelque chose qui était connu par le marché. Donc mauvaise thèse d'investissement. Surtout qu'on investit au moins à moyen terme. Et ce n'est pas une super année qui change fondamentalement une société. Il y a donc peu de chances que le marché s'excite pour une année, s'il ne voit pas une continuité dans les résultats pour les années qui suivent. Ensuite, il y a des trucs pas clairs avec la famille, il me semble. Mais je ne la connais pas particulièrement. Après, elle ne représente rien dans son portefeuille. Ensuite, Vika, acheter pour le dividende. On ne peut jamais acheter une valeur juste pour son dividende. Mais là, particulièrement. Vika est dans un secteur difficile avec des capex élevés et une rentabilité faible. Il y a du potentiel dans les pays émergents, mais aussi de nombreux risques. Sans parler des problèmes RSE liés à la pollution. On peut se dire qu'elle n'est pas chère, mais attention, l'année dernière, les résultats étaient gonflés. Et aujourd'hui, à EBITDA constant, le bénéfice devrait être plus faible. Une entreprise qu'il faut donc bien étudier avant d'investir dedans. Ensuite, Vinci. Acheter pour la croissance, le dividende et l'idée que le dividende lui rembourse son autoroute. C'est une belle entreprise, mais elle a de nombreuses activités dont certaines dépendantes d'État, comme les concessions d'autoroutes. Elle est donc difficile à analyser. Comme pour Sanofi, on ne peut pas faire d'affaires sur ce genre de valeur, car si elle baisse en bourse, il y a probablement une raison. Et c'est impossible de savoir si la baisse est exagérée ou non, sans avoir analysé l'entreprise, qui, comme je l'ai dit, est difficile à analyser. À bien analyser ou à laisser aux spécialistes. Et la dernière, Visiomed. Comme il dit, on sait pourquoi il l'a acheté. Rien de particulier à dire dessus. Par contre, c'est la deuxième valeur, après FDJ, dans laquelle il a le plus investi. Ça, ce n'est pas possible. Grosse erreur ici. On peut mettre un petit billet sur une valeur spéculative car un mec en a parlé sur YouTube, mais là c'est presque 10% de l'argent qu'il a investi. Ah, et une petite ligne sur le MSCI World. Et il a une bonne poche de cash car il ne trouve pas d'opportunité en ce moment. Si je devais donner un avis global sur un portefeuille, je dirais... C'est de la merde. Quoi? Sire? Blague à part, je me permets ça car on a discuté et il m'a dit que je pouvais y aller. Il suffit de regarder la perf globale pour comprendre qu'il y a un problème. 0% alors qu'il a profité de jolies prises sur certaines valeurs. Après, il travaille depuis peu, donc le gros de ses investissements ont peut-être été faits ces derniers mois, ce qui pourrait aussi expliquer cette perf. Le problème de ce portefeuille, c'est qu'au final, même les belles valeurs, il ne les a pas forcément achetées pour les bonnes raisons. Et je n'ai pas l'impression qu'il les ait analysées. Ce qui fait que sa réussite dessus est plus due à la chance qu'autre chose. Avec ses études, ça ne devait pas être évident d'apprendre à investir à côté, et c'est donc déjà bien qu'il ait commencé, même s'il a fait des erreurs. En plus, comme je le disais au début, le montant actuel est ridicule par rapport à sa capacité d'investissement. Ce qui fait que ses erreurs sont sans importance, et au contraire, elles lui serviront à l'avenir. Il a perdu quelques centaines, voire milliers d'euros, mais il a énormément appris, je pense. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver d'ailleurs, perdre de l'argent à ses débuts. Car s'il avait bien réussi, il aurait été plus confiant et aurait peut-être fait des erreurs bien plus coûteuses par la suite. Maintenant, il va devoir travailler, apprendre à analyser des entreprises correctement, et constituer un joli portefeuille. Je n'ai pas le droit de donner de conseils, mais voici ce que je ferai à sa place. Je virerai pas mal d'entreprises. En rouge, celles que je vire, en vert, celles que je garde. Je garde Air Liquide, car même si le potentiel est légèrement en dessous de son objectif, c'est une belle entreprise. Groupe RIT, car il y a un beau potentiel de rattrapage du cours, et que c'est une bonne entreprise. FDJ, au cours actuel, il y a un rattrapage à jouer. Ensuite, elle ferait un peu en dessous de l'objectif, donc je pense que ça sortirait une fois le rattrapage fait. LVMH, ils ont un objectif de croissance de 8%, et il y a environ 2% de dividendes. Il y a donc les 10% par an recherchés. Schneider, elle a un peu cher, mais de la croissance possible. Téléperformance, au cours actuel, ce serait dommage de vendre. Je pense que le marché est excessif. Je ne renforcerai pas, mais je ne vendrai pas maintenant. Vinci, solide, de la croissance possible et dividende.
Évidemment, il faudrait quand même analyser ces entreprises, mais ce sont celles où il y a le moins de risques selon moi, étant généralement solides. Donc elles peuvent rester dans le portefeuille en attendant de les analyser. Score est en jaune car je ne sais pas s'il connaît bien l'entreprise, travaillant dans le domaine. Je verrai donc toutes les autres. ALD, il a fait une erreur, il faut accepter et passer à autre chose. Amundi, l'objectif de 10% par an me paraît difficile avec elle. Il pourrait profiter de la hausse récente pour prendre des profits. CBO Territoria, il n'a pas étudié le dossier et elle pèse 30 euros, pas la peine de garder ça. Crédit Agricole, secteur compliqué. Ne sachant pas l'analyser, ça sort. Surtout qu'il a une belle plus-value et le potentiel limité. Equasens, en soi au cours actuel, elle se garde. Mais il faut quand même l'analyser. Du coup, j'aurais tendance à sortir, quitte à revenir dessus plus tard. Ruby, à regarder de loin, pas besoin de l'avoir en portefeuille. Sanofi, secteur particulier que je ne saurais pas analyser, à cause des brevets entre autres. Ubisoft, management pas forcément aligné, et acheté pour de mauvaises raisons. Vika, acheté pour de mauvaises raisons, secteur difficile. Visiomed, acheté pour de mauvaises raisons, il faut savoir couper les pertes si on n'a pas de conviction. Je pense que je mettrai tout le cash récupéré sur l'ETF Monde, celui d'Amundi ou un autre, peu importe, ce qui donnerait 70% du portefeuille. Ensuite, j'analyserai des entreprises, une à une, pour voir si elles correspondent à ce que je recherche, et les rentrer en portefeuille au fur et à mesure, si le prix me convient. Je mettrai 50% de la capacité d'épargne sur l'ETF Monde, et le reste de côté pour le moment où je trouverai de bonnes entreprises. Comme ça, pendant l'apprentissage, je profiterai quand même de la hausse des marchés s'ils montent. Je pense qu'en règle générale, les ETF sont la meilleure chose pour la plupart des gens. Surtout au début, quand on a peu de connaissances. Et puis rien n'est définitif. Ce n'est pas parce qu'on commence avec des ETF qu'on est condamné à les garder, ou à n'investir que dans ça. On peut très bien les laisser travailler et ne faire plus que du stock picking ensuite, ou carrément les vendre quand on se sent prêt à avoir 100% d'actions, surtout sur le PEA, où on ne paye pas de taxe sur la plus-value. Mais il vaut mieux acheter des ETF que de faire du stock picking hasardeux. C'est déjà difficile de battre le marché pour les bons investisseurs, alors pour quelqu'un qui débute, donc autant profiter de la perte du marché, le temps de se former. Avoir 50% d'ETF et 5 à 10 actions dans lesquelles on a de fortes convictions me paraît même un très bon compromis pour la majorité des gens. Déjà, ça permet d'avoir moins besoin de temps pour suivre nos valeurs. Ensuite, ça permet d'être plus serein en sachant que 50% de notre capital suit la perte du marché, ce qui nous protège de nos erreurs. Après, je suis un fan de bourse et un stock picker dans l'âme, donc je ne peux pas reprocher à quelqu'un de vouloir 100% d'actions. Mais il faut accepter de faire le travail derrière. En tout cas, la balle est dans son camp. Il est jeune, gagne bien sa vie et peut investir pas mal chaque mois. S'il fait l'effort d'apprendre à analyser des entreprises, la retraite ne sera pas un problème pour lui. Ce sera tout pour cette analyse de portefeuille. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce portefeuille ou sur ce que vous feriez à sa place en commentaire. Et si vous voulez que j'analyse votre portefeuille, mon mail est sur ma chaîne. Valentin, n'hésite pas à revenir vers moi pour me donner ton avis sur cette vidéo. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.